Les deux Coucourdes, 88. 88. Le porte-bonheur, le 13. 13. On n'est pas dans la mer. 2. Le 2. Avec un savoir-faire incomparable, Raymond tournait le petit panier métallique, puis sortait les ballottes et annonçait les numéros. Il prenait soin de bien articuler et de toujours placer le petit calembour de circonstance. Les consommateurs étaient nombreux dans la grande salle du Café du Commerce en cette fin d'après-midi du Nouvel An. L'association des joueurs de boules, la Boule Joyeuse, y organisait son loto annuel. Les boulistes étaient ici chez eux, dans leur fief. Dédé et leur président supervisaient les opérations par d'interminables allées et venues au milieu des tables, la barbe frémissante et le cigare droit comme une cheminée de locomotive. Il tenait une grosse boîte de laquelle il sortait régulièrement des cartons qu'il tendait aux mains qui se levaient. D'autres mains disposaient, ici et là, en petites poignées, des grains de maïs en guise de jetons. À tout moment, la porte d'entrée s'ouvrait, des gens en habits s'engouffraient, des familles, des amis, des gosses qui gesticulaient en agitant des cotillons d'un réveillon qu'on désirait poursuivre encore un peu. Les fenêtres du café étaient embuées en ce premier jour de l'année. Mais la rigueur de l'hiver ne parvenait pas à refroidir la bonne humeur des fêtards un peu émoustillés par les repas de fête qui n'en finissaient pas. De longues tables faites de planches et de tréteaux s'étiraient sous les guirlandes en papier chiffon. On se serrait pour que tout le monde puisse s'installer. Au comptoir, quelques irréductibles piliers n'eussent à aucun prix cédé leur place. Accoudés, verre dans une main, grain de maïs dans l'autre, c'était là une place stratégique. Entre Marie, la patronne, et Raymond, le boulégueur, on était pour ainsi dire plus proche de l'action, plus proche des bouteilles, plus proche des ballottes. Qui sait, on pouvait peut-être favoriser la chance. La noble tâche d'annoncer et de mélanger, ou plutôt de bouléguer, les ballottes était depuis toujours attribuée à Raymond. Parce qu'il faisait preuve d'une expérience exceptionnelle en la matière, on pouvait affirmer qu'il était le plus grand boulégueur des Bouches-du-Rhône. Les gens l'écoutaient de toutes leurs oreilles. Face à tant d'éloquence, les enfants en restaient bouche bée. Les vieux, dont la dureté d'oreille était légendaire, comprenaient parfaitement toute la subtile prononciation du numéro. Les plus jeunes, ainsi que les non-initiés, ne saisissaient pas toujours la finesse de la contrepèterie associée aux chiffres. Le jeu de mots semblait parfois un brin hermétique, ainsi. Qui saura jamais pourquoi, dans le Var, les corbeaux volaient à l'envers en ce temps-là? C'était pourtant simple. Les corbeaux volaient à l'envers pour ne pas voir la misère qu'il y avait en bas. C'était une boutade inévitable et systématique dès la sortie du numéro 83, histoire de faire bisquer le maire du village natif du Var, et plus précisément de Cogolin. Telle était l'origine de l'expression rituelle « 83, le pays où les corbeaux volent à l'envers ». On avait tiré un câble jusqu'au bar tabac situé à quelques enjambées de l'autre côté de la route et disposé des haut-parleurs de part et d'autre. La sonorisation était artisanale mais efficace. Elle permettait de se faire entendre simultanément dans les deux bistrots. Dans une concentration proche de l'apoplexie, on écoutait Raymond dans l'art et la précision de la numérotation. Le premier de 1000. Le 1. Le 1. 17. 17. 12. Quitte ta blouse. Le 12. Nîmes olympique. Le 30. 30. Tandis que tout le monde était profondément recueilli sur les cartons dans un silence tel qu'on entendit une mouche péter, un cri retentit qui n'était pas le cri d'une quine. Une femme hurla et tétanisa par le fait son entourage. « Ah! Mon Dieu!
Je sens quelque chose qui me passe entre les jambes. C'est froid. Je peux plus bouger. Je suis coincé. C'est une horreur. Le temps qu'on aida la victime à se ressaisir, la chose coupable sortit de dessous la table. C'était une pentade. D'un bond, elle prit son envol, alla rebondir sur le mur de Canis pour atterrir sur les épaules d'un garçonnet qui s'affola, cria maman, laquelle maman cria à son tour, pas très radieuse de voir des choses pareilles, que toutes ces bestioles allaient lui porter la scoumoune, qu'elle avait la tête comme un tabernacle et patin couffin. Il se passait ici des choses terribles. Il fallait absolument mettre la main sur cette gallinacée qui perturbait grandement le premier loto de l'année. Toutes les bonnes volontés tentèrent de circonscrire la bête affolée. « Attrape-la! Fais gaffe! Elle file vers la cuisine! Attention devant! Chope-la, mais vas-y, chope-la !» Apeurée, la pentade insoumise carapata et alla se réfugier derrière le comptoir. Cette soudaine agitation irrita toute une volaille qui, égarée, déambulait dans le bistrot. Les animaux se dégourdissaient ailes et pattes à leur guise en attendant d'être emportés par les gagnants. On jouait parmi les poules, les canards, les oies, une dinde qui se pavanait, emphatique, sous les yeux d'une assemblée quelque peu déconcertée. Et les canards, que cette soudaine chasse excitait, cancanaient dans la plus extrême confusion. Au milieu de cette basse-cour en folie, les lapins effrayés trottinaient parmi guiboles, pieds de table et pieds de chaise. Il fallut attendre la fin de la débandade pour reprendre la partie là où on l'avait laissée. Après une brève énumération des numéros sortis, le boulégueur reprit consciencieusement son boulégage. La petite chaise, le 4. 4. C'est dans la marine qui a le plus de combines. 40. 40. Envoie le bon! Lança une voix vigoureuse. Le grand-père. 90. 90. Le 5. 3 et 2. 5. Kin! Retentit le haut-parleur. Raymond, tu m'entends? On a crié Kin au tabac, ne démarquez pas. Vas-y, je t'écoute. Du bar tabac, le correspondant confirma la combinaison gagnante. On prit le nom du gagnant, après quoi Raymond lança sa formule habituelle, comme au terme de chaque Kin. Le carton est bien bon, vous pouvez démarquer. Merci pour le camionnage. Il s'agissait maintenant de remettre son lot au gagnant. Cette tâche, empreinte de notoriété, était confiée à Pierrot, l'un des organisateurs. C'était le camionnage. Le rôle du camionneur était essentiel dans le bon déroulement du loto. D'une quine à l'autre, il allait chercher le lot et le remettait au gagnant. Beaucoup de joueurs repartaient aussitôt avec leur lot sans poursuivre la soirée. On jouait 3 ou 4 quines et puis on s'en allait. Les lots étaient entreposés dans l'escalier qui conduisait à l'étage. Sur les premières marches, on avait placé les premiers lots et ainsi de suite jusqu'aux dernières marches tout en haut, sur lesquelles le gros lot, l'incontournable banaste, prenait toute la place restante. De cette manière, on retirait les lots progressivement en gravissant les marches. L'escalier était donc condamné les jours de loto. Il en fit des pas ce soir-là, le camionneur, entre le bar du commerce et le bar tabac. À chaque quine, il bravait le froid de l'hiver, sous la lumière crue des réverbères, avec une poule sous le bras, une pentade, un morceau d'agneau entortillé dans du papier d'aluminium, un jambon, toute une boustifaille qui faisait la joie et le régal des moments de fête. Une fois sur place, pour le remercier, on lui donnait la pièce, mais surtout on lui payait un coup à boire. Il buvait son coup, bavardait un peu, puis il revenait au commerce, là où tout était centralisé. À peine était-il rentré au fief qu'il devait aussitôt repartir. « Vite, Pierrot, il faut que tu repartes là-bas, lui disait-on.
Une autre quine venait d'être remportée. Les bras chargés, Pierrot reprenait le chemin du bar tabac, sans mot dire, dépeuplant d'autant la basse-cour improvisée. Au fil de la soirée, les camionnages se succédaient et devenaient de plus en plus laborieux. La conscience professionnelle du camionneur avait peu à peu raison de son équilibre, à tel point qu'on se demandait s'il n'était pas souhaitable de flécher le parcours. La veille du loto, Raymond avait fêté la Saint-Sylvestre, comme tout le monde. Le matin même, sur les coups de 11 heures, il avait souhaité quelques bonnes années par-ci, quelques meilleurs vœux par-là, une tournée amicale et parentale qui s'était terminée au bar, lieu d'échange par excellence. Conscient d'avoir copieusement chargé la mule, notre boulégueur régional prit une sage résolution. Plus une goutte d'alcool pour ce grand soir du loto de la boule joyeuse de Raphaël. Contre vents et marées, il convenait d'avoir la tête claire. Mais c'était sans compter sur la vigilance d'un ami dévoué qui lui joua un tour mémorable. Tandis qu'il annonçait une à une les ballottes sortantes, Raymond portait régulièrement à ses lèvres un verre d'eau gazeuse additionné de menthe pour se désaltérer, mais aussi pour s'éclaircir la voix. Tout à son boulégage, avec l'attention que demandait pareille responsabilité, il ne remarquait pas que de temps à autre, discrètement, le patron versait une rasade de cognac dans son verre qu'il croyait rempli d'une boisson saine et sobre. Peu à peu, au fil des quines, à mesure que l'organe vocal était lubrifié, Raymond était forcé de redoubler d'application à l'annonce des numéros. L'élocution devenait de plus en plus difficile. À son insu, sans trop comprendre, il devenait euphorique. 80. Dans le coin, 80. Il est au petit coin, 80. Dans quel sens il est là la queue? Celui-là est un air. Alors c'est le 6. Le 6. 20. Sans eau, hein? Oh, sans eau, le 20. Elles sont là, vous voyez, les jambes de Dédé, le 11, 11. Articule, on comprend rien, répliquait-on de toutes parts. Et Poulegue. Tant bien que mal, la partie se poursuivait. Le petit panier tournait, la ballotte sortait, la contrepéterie contrepétait, et le boulégueur buvait, reposait son verre, tandis que derrière le comptoir, sournoisement, on rallongeait la sauce avec circonspection. Tant et si bien que, petite gorgée après petite gorgée, Raymond finit par être sérieusement éméché. Vint le grand moment de la banaste, le gros lot. Il dut bien entendu l'annoncer dans le détail, comme le voulait la tradition, avec toute la volubilité que demandait l'exercice. Car annoncer une banaste, c'était une ovation, un éloge, une dithyrambe. Reprenant son souffle, Raymond, rond comme une queue de pelle, commença. On joue à carton plein. On joue à carton plein. Il insista, en détachant méthodiquement chaque syllabe, puis il se lança dans la longue et douloureuse énumération. À mesure qu'il annonçait les lots, qu'il décortiquait par le menu chaque denrée, les gens se regardaient abasourdis, écarquillaient les yeux, ouvraient grand la bouche, écartaient les mains. Jamais de mémoire de joueur de loto, on n'entendit banaste plus invraisemblable.
la boîte de petits pois au sirop, le pot de mayonnaise au café, le bouteille de biscuits, le pot de champignons au miel, la boîte d'agneau, le paquet de pastis, le demi-haricot, la corbeille de sucre à l'huile d'olive, la tablette de vin, le coffret de bon d'achat, la bûche aux anchois, le cornichon de Noël, et basta. On n'en revenait pas. Il y eut un flottement dans l'air. Quelqu'un risqua une question. Dites, c'est une spécialité de Raphaël, la bûche aux anchois? Boudiou! Moi je la veux pas, cette banaste, répondit une femme. Je la gagne, je te la donne, et de bon cœur en plus. Oh pétard, y en a qui foutent le camp, résonna dans le haut-parleur la voix du correspondant du bar tabac. Et Raymond, où c'est qu'elle est mise en bouteille ta limonade? Plaisantait un autre. Les commentaires allaient bon train jusqu'au blackout que Raymond s'efforça de rétablir en martelant la tablette et en susurrant des chut dans le micro. Un semblant de quiétude revenu, chacun et chacune braqua ses yeux sur les cases numérotées de ses cartons. Le premier tour de manivelle relança le panier. En un instant, par on ne sait quelle ténébreuse cabale, toutes les ballottes se firent la malle et dégringolèrent dans un crépitement de grelons. Les petites billes en bois s'abattirent sur le carrelage tel un raz-de-marée de cochonnet sur un terrain de boules. Elles roulèrent et rebondirent tout azimut. Un vent de panique ébranla l'atmosphère amidonnée de fumée et d'effluves de pastis. Arrivera-t-on à terminer ce premier loto de l'année? Se demandait-on à l'unisson. Spontanément, tout le monde se leva pour s'accroupir aussitôt afin de ramasser les ballottes volages. L'heure n'était pas au réquisitoire, il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur si on voulait poursuivre la partie et gagner l'énigmatique banaste. Un auditoire qui à quatre pattes, qui ventre à terre, qui couchait sur le côté, qui rampant parmi les pieds de table et de tréteaux, Raymond se confondit en excuses. J'ai dû louper la fermeture de trucs, je vais tout recontrôler, voir si elles y sont toutes, parce que s'il y en manque une ou deux, ma foi, c'est pas trop bon. Tu m'étonnes, murmura quelqu'un. Pardi, c'est comme de jouer à la belote avec 30 cartes au lieu de 32, ça fausse tout, déplora un autre. Les choses rentrèrent dans l'ordre. On compta et on recompta les ballottes. 87, 88, 89 et 90, il n'en manquait pas une. On s'assura que le panier était correctement fermé et on relança la machine. Quand la dernière ballotte fut placée sur la tablette, quand le gagnant de la banaste emmena son lot dans une victorieuse inquiétude, quand la dernière partie, la consolante, consola le dernier vainqueur de la soirée, Raymond remercia et annonça la date du loto suivant. Il ne restait que quelques plumes de toutes les poules, oies, canards, dindes, pintades, distribuées par un camionneur que toutes les allées et venues avaient bituré comme une loque. Les gens se levaient, remettaient paletos et par-dessus, puis franchissaient la porte en faisant de grands gestes d'adieu. Marie débarrassait les tables, empilait les chaises. Quant à Jeannot, il replaça la bouteille de cognac sur l'étagère. Accoudé au coin du comptoir, Dédé sirotait l'ultime pastaga, indispensable potion magique des grands soirs. La popularité aidant, ses amis avaient constamment veillé à étancher la soif légitime ô combien d'une personnalité fort appréciée. Pour respecter le protocole, Dédé ne pouvait pas se soustraire à ses obligations apéritives. Auprès de ses proches, l'affront eût été perçu comme un incident diplomatique. Dans cette contribution à lever le coude dans les moments difficiles, il s'agissait de faire honneur au devoir qu'incombait une telle responsabilité. Par solidarité, par fraternité, par patriotisme. Aussi, c'est pour avoir dignement répondu à son sens du devoir
que le président de la Boule Joyeuse se trouva fort imbibé quand la fin du loto fut venue. Il se tourna vers Marie, l'œil livide murmura dans sa barbe toute sa déconvenue. « Je suis d'équerre, j'en peux plus. Les salauds, ils m'ont eu. »« À chaque loto, c'est pareil, » répondit Marie. « Tu te mets minable. Et moi, si je faisais comme toi, je serais toujours pompette derrière mon comptoir. »« C'est pas pareil, tu peux pas comparer. »« Et qu'est-ce que tu crois ? Quand ils sont partis à parler football, je discute volontiers avec eux. À moi aussi ça me plaît le ballon. Alors, la tienne, la mienne, le reste, ça file vite. » Un verre sur deux, il passe à l'évier, discrètement. Tu me vois balancer mon pastaga comme ça? Un coup à être démis de mes fonctions, ils rigolent pas les gonzes, fada. Je vois ça d'ici dans le journal. Le président des Boules contraint de démissionner pour avoir jeté son verre de pastis. Un brave scandale. Enfin, l'essentiel est qu'il y a eu du monde à ce loto. Oh pétard, sur la fin, Raymond, il en tenait une bonne. Je l'ai un peu aidé, ajouta Jeannot. Après avoir endossé sa veste, Dédé se dirigea vers la sortie avec autant d'assurance qu'un funambule sur son fil. Marie ouvrit la porte en grand, Dédé visa l'ouverture et se catapulta au dehors de tout son élan. L'air frais le requinqua. Il emprunta inconsciemment l'itinéraire que le camionneur avait parcouru quelques heures auparavant, avec une constance sans faille. Derrière lui, Jeannot verrouilla et tira le rideau de la porte-fenêtre. À cette heure tardive, dans le froid et le soir tombé, la rue principale du village était déserte. De ce joyeux loto du Nouvel An, il ne restait qu'un peu de fumée et de vapeurs éthyliques qui s'estompaient dans la nuit frileuse d'un hiver arlésien.